Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur Gabon Première. C'est votre rendez-vous hebdomadaire Briser le silence. Sur ce plateau aujourd'hui avec nous, Madame Véronique Ngondi, notre invitée. Nous parlerons avec elle de son engagement à œuvrer dans l'assistance et la prise en charge des orphelins et surtout des enfants de la rue. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur Gabon Première. Merci beaucoup, Madame Ebalé. Je suis heureuse de me retrouver à cette belle émission. J'espère que je vais pouvoir briser le silence. Alors, Madame Ngondi, dans un premier temps, peut-être vous présenter à nos téléspectateurs. Bien, je suis Madame Véronique Ngondi, chrétienne gabonaise de 46 ans, mariée à un homme bienveillant. J'ai une multitude d'enfants, dont un décédé. Madame Ngondi, vous êtes la présidente de l'association Maison de Charité Tabita. Avant de nous parler de la création de cette structure, peut-être nous dire ce qui vous a conduit dans cet engagement. Alors, je vais remonter un peu à ma jeunesse. J'ai été élevée dans une famille très rude, dans la foi exclusivement chrétienne. Et mon seul divertissement, c'était la lecture et participer aux œuvres charitables de mon église, de la communauté. Ainsi donc, j'étais dès le bas âge avec ces enfants défavorisés, vulnérables, ces enfants malheureux. Et j'ai eu la fibre, cette fibre qui permet de donner, de se donner, de donner de l'amour. Ainsi donc est née la passion d'être aux côtés des plus vulnérables. Alors cette passion finalement vous a conduit à la création de Tabita. Comment? Alors, comme je vous disais, j'ai des enfants. Je les ai élevés également dans cette foi chrétienne, avec de très bonnes valeurs. Mais lorsque les enfants grandissent, malheureusement, pour certains, ils s'entichent d'amitié sordide, d'amitié peu recommandable. Et de fil en aiguille, mon aîné, donc Jérémy, feu Jérémy, c'est alors disloqué de la cellule familiale. Peu à peu, il s'en est allé jusqu'à partir complètement de la maison durant des mois. Et il s'en est allé un 31 août 2016 à la maison d'arrêt. Un mercredi, il a été donc assassiné sous les balles de ce 31 août. Ainsi donc, j'ai perdu un fils et j'en étais bien malheureuse. Et le Seigneur donc me disait, oui, effectivement, ma fille, tu as perdu un enfant, tu as perdu ton aîné, mais cet enfant était délinquant, cet enfant était en prison, mais pour autant que tu saches, il y a des millions de Jérémie en route, il y a beaucoup d'enfants en difficulté, des délinquants juvéniles qui n'attendent que l'on tende la main pour espérer retrouver le réconfort. C'est ainsi que donc, mandatée par le Seigneur, je me retrouve dans cette vocation de faire de cette maison une maison pour orphelins, enfants vulnérables, mais aussi délinquants juvéniles, en associant mon fils Jérémie, moi, bien entendu. Alors, dites-nous, quand Jérémie est parti de la maison, vous n'avez pas cherché à le ramener ? Mais bien évidemment, lorsqu'on perd un enfant, je ne saurais dire comment une mère peut rester les bras croisés en voyant son enfant se départir de la maison familiale. J'ai essayé par la correction, j'ai essayé par les sentiments, par la pédagogie, par les prières et les jeûnes incessants. Je ne sais pas si le diable ou Dieu a eu raison, mais il s'en est allé. Et en étant allé à la prison, à la maison d'arrêt, nous nous appelons fréquemment. J'avais besoin d'entendre sa voix. J'allais là-bas souvent pour lui tenir compagnie, lui donner qui des vivres, qui un enseignement biblique. D'ailleurs, je lui ai offert une superbe Bible lorsqu'il y est rentré. Il m'a dit, maman, je vais sortir et je vais donner ma vie à Jésus, je vais me repentir. Malheureusement, voilà. Alors l'enfant, il a été arrêté justement, je pense, le 2 juin pour vol à la tire. Vol à la tire, tout un groupe d'ailleurs. Et lui, je pense qu'on l'a pris le dernier. On ne m'a pas appelé de suite, on m'a appelé un mercredi me disant, madame, votre fils est à la PJ, venez, j'y suis allée, bien évidemment. Il avait donc prêté un vol à la tire. Il fallait donc rembourser cet argent que je n'avais pas. Et je lui ai dit, mon Jérémy, on t'a 1000 fois conseillé, et bien là,
tu vas y aller. Je ne peux pas rembourser cette somme. Je pense que c'était une somme de 1 million, quelque chose comme ça. Il fallait débourser. Je ne pouvais pas. Le lendemain, j'attendais donc que la PJ puisse me rappeler. Ils ne m'ont pas rappelé. Vendredi, samedi, dimanche, je n'ai eu aucune nouvelle. Je me suis dit, bon, tiens, peut-être que lundi, on m'appellera. Lundi, pas d'appel. Mais mardi, au tribunal, on m'a appelé pour me dire que Jérémy a été déféré lundi. J'étais quelque peu outrée en leur disant, mais au moins prévenez qu'il est parti. Je n'ai pas assisté au tribunal, rien du tout. C'est un jour après que vous m'appelez que l'enfant est en prison. On l'a fait venir, on l'a refait sortir, le procureur l'a refait sortir. On a discuté un moment, on s'est embrassés. J'étais dans les bras, j'ai dit, Jérémy, le Seigneur va certainement te conduire là-bas pour que tu te repentes. Il m'a dit, maman, et puis je suis partie. J'ai pas... Et la suite? Ensuite, alors, il est rentré le 7 juin. Le 7 juin, il est rentré, j'y allais tous les jours, enfin mardi et dimanche, bien entendu. Et on se faisait des appels, bien entendu. Et puis, un 31 août, il est 19h presque, je me retrouve à faire ses valises, à ranger ses affaires. Je ne sais pas, machinalement, j'étais à la terrasse avec ma petite sœur et puis je lui disais, tiens, voilà, essaie de te servir, prends un pagne, fais-toi une tenue, ce sont les pagnes de ton fils. Et elle a dit d'accord, bien entendu, avec le sourire. Et j'étais assise devant ces valises. Et je reçois un coup de fil vers 20h. Et je prends le téléphone et j'entends des rafales. Ça criait de partout. Et au bout du fil, je reconnais la voix de son aîné qui me dit « Maman, Jérémy est mort ». Machinalement, je laisse tomber le téléphone. Je regarde mon époux et ma sœur. Je suis sans voix et je lui dis « Mais Jérémy est mort. Est-ce la vérité? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ». Quelques minutes après, on me rappelle pour me dire « Maman, il a reçu une balle en pleine tête. Il ne vit plus. » Alors, c'était... Ça ne se raconte pas, ça se vit. Ça ne se raconte pas, ça se vit. J'étais dans tous les sens. Je voulais me calmer, mais mon cœur était... emballé. Voilà. Et le lendemain, j'ai filé à la prison, à la maison d'arrêt. Je demande à voir l'enfant. On m'a dit, ils ont eu interdiction de faire rentrer les parents. J'ai tourné comme ça 1 ou 2 jours. Et puis après, finalement, ils nous ont fait rentrer. J'ai demandé à voir mon enfant. Ils m'ont dit, votre enfant, il est vivant. J'ai dit, mais mon enfant n'est pas vivant, je sais qu'il est mort. Mais comment vous le savez-vous qu'il est mort? J'ai dit, mais on me l'a dit, mais je n'osais pas dire qu'il me l'a dit parce que certainement, son frère aurait eu des représailles. Ils m'ont assuré que l'enfant était vivant, droit dans les yeux, froidement. Je suis repartie à la maison et c'était le ballon incessant, durant 5 jours, matin, soir, matin, soir. Et entre-temps aussi, puisque je savais qu'il était véritablement mort, je suis allée dans toutes les maisons funèbres, regarder la main courante, il n'y avait pas de Jérémy. J'ai d'abord fait Gabossap, première fois, ensuite Gassebga, et puis le dernier jour, je suis allée à... Saf. Non, Saf, et ensuite à Gassebga, le dernier jour. Et lorsqu'on a voulu rentrer, il y avait un tas de militaires, il y avait des blindés, il y avait... Mais à cet instant-là, vous avez déjà le certificat de décès? Du tout. Je n'avais rien du tout. Mais je savais que mon fils était mort, puisqu'on me l'a dit. Et j'étais... Quand on perd quelqu'un, ça se ressent dans le cœur. J'ai dit non. Je suis allée là-bas, on a demandé à rentrer. Les militaires nous ont opposé un refus total, qu'ils avaient reçu des ordres de ne laisser rentrer personne. C'est ainsi que, par la grâce de Dieu, mon beau-frère, donc le grand frère à mon époux, est sorti parce qu'il est directeur là-bas. Il a dit, bon, il faut que... Je vais la faire rentrer. Coûte que vaille, faites comme vous voulez, je vais la faire rentrer. Il a pris donc les dispositions pour me faire rentrer, malgré le refus des militaires. Je suis rentrée et ensuite il a fallu justement regarder dans les casiers si Jérémy y était. Dans la main courante, je stipule qu'il n'y avait pas de nom, donc c'était comme incognito. Alors mon beau-frère est parti, il a regardé durant 15-20 minutes, il est revenu, il m'a dit Jérémy est là. Est-ce que tu veux le voir? J'ai dit oui, je veux le voir, c'est mon fils. Je suis rentrée, il était là, bien évidemment allongé, il dormait. Apparemment, il n'était pas
n'avait pas changé, c'était lui. Et je me suis mise à côté de lui et j'ai regardé, effectivement, il avait un impact à la tête, côté gauche. Et je me suis effondrée, c'était indescriptible. Alors, j'étais donc sûre que l'enfant était mort. Nous avons amené un huissier, un photographe, on a pris les photos. Je suis allée avec ça à la prison centrale. Je n'ai pas d'abord montré ça. Que oui, voilà la preuve. Voilà. Je n'ai rien dit. Je suis allée vers la secrétaire du directeur de la prison. J'ai dit, je sais que mon fils est mort. Ce que je veux, c'est le document, le certificat de décès, en fait, tout ce qu'il faut pour que je fasse mon deuil tranquillement avec ma famille. Elle m'a dit non, il n'y a pas, l'enfant est vivant. Et lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, c'est autre chose. Et une voix qui dit, regarde sur la table. Et je regarde sur la table, le dossier de mon fils est bien là, ouvert, sa photo, décédée. J'ai dit, madame, regardez. Elle a paniqué parce qu'elle savait qu'elle était en faux. Elle allait voir donc son chef et on parlait là-bas, je ne sais pas ce qu'il s'est dit, mais on m'a appelé au bureau. Il était peut-être traumatisé ou apeuré, je ne sais que dire. Il s'est excusé. Excusé au nom de l'État, excusé au nom de je ne sais pas trop. Il s'est excusé en disant que on avait reçu des ordres. Je ne veux pas dire qu'il y ait des morts, mais je ne peux plus me taire. Et donc, il m'a remis les documents. Et ce qui m'a vraiment choquée, sinon écœurée, c'est qu'on m'a remis un chèque de 150 000 francs pour enterrer mon fils. Enfin, je ne sais pas trop pourquoi. 150 000 francs. J'ai dit, vous êtes sérieux là? Alors, vous évaluez la mort de mon fils à 150 000 francs. Oui, il était en prison. Oui, il a commis un impair qui devait payer. Mais de là à mourir, non, ça ne se fait pas. Gardez vos 150 000 francs et Dieu seul sait. Et je suis partie. Et au sorti de là, vous avez eu le déclic? Et au sorti de là, c'est en vision que le Seigneur m'a dit, ma fille, Jérémie est décédé, ton fils est parti. Il y a plusieurs enfants là-bas dans les quartiers, malfamés. Vas-y au Carrefour Lomba, vas-y à Batavia, vas-y à Québec, vas-y les chercher, c'est Jérémie. Et tout de suite, vous vous êtes lancée? Et tout de suite, je me suis lancée, parce que ce sont mes enfants également. Je suis une mère. Alors, chers téléspectateurs, nous allons marquer une pause. On revient juste derrière. Les sujets qu'on n'ose pas aborder, comme les violences conjugales, la sexualité, la spiritualité, la santé, toutes ces questions tabous ont une tribune. Brisez le silence. Retrouvez Sheila Mebalé tous les dimanches à 11h dans Briser le silence. Alors, Madame Ngondi, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission. Après cette épreuve, vous avez décidé de créer cette association en mémoire de votre fils. Alors, depuis combien d'années cette association existe? Vous nous disiez dans les coulisses que vous habitez à cette époque au Carrefour, à Petit-Paris. Exactement. La suite? Alors, j'habitais à Petit-Paris lorsque le décès de mon fils est survenu. Et je dis à mon époux, il faut que je quitte cette maison. Tant de souvenirs, son odeur, un son qui me revient et hop, je pleure. Il m'a dit d'accord, je vais faire le possible. Comme un homme vaillant et bienveillant, il allait nous dégoter une maison là-bas à Ondogo. Et une semaine juste après le décès, après les obsèques, donc le 17 mars, on l'a mis en terre. Une semaine après, nous avons donc déménagé pour Ondogo. Alors, c'était pas facile, il n'y avait pas d'eau, c'était compliqué, mais j'y suis allée pour me refaire une santé morale et spirituelle. Et chemin faisant, à chaque fois que j'allais soit au travail ou que je revenais d'ailleurs, je rencontrais des jeunes garçons, des jeunes personnes, même des jeunes filles qui me regardaient en me dévisageant. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas. Et il y a une jeune fille, ou même un jeune garçon qui m'a dit, maman, excusez-moi, vous êtes la maman de Jérémie? J'ai dit oui. Mais Jérémie habite là. Il habitait là. J'étais effondrée. Je dis, donc je quitte un lieu pour essayer d'échapper aux souvenirs. Je me retrouve là, en habitant à quelques mètres. J'ai dit d'accord, merci. Et quelques temps après, je suis repartie dans cette maison seule, sans en aviser mon époux. J'ai dit, je veux aller voir où il était lorsqu'il n'était pas à la maison. Après, on m'a emmenée dans
dans la chambre qu'il louait, une chambre vraiment bien ordonnée. Il était très propre, donc bien ordonné, il avait tout ce qu'il fallait. Et c'était en l'état. J'ai dit à la dame, donc le propriétaire, écoutez, je ne toucherai à rien. Faites ce qu'il vous plaît, je ne prendrai rien de ce qui est là. Alors, convaincu donc de l'appel du Seigneur, de marquer un coup sur les délinquants juvéniles, j'ai donc cherché un endroit où il fallait faire un siège. Parce que lorsque nous avons reçu le papier en 2015, le papier du ministère de l'Intérieur, nous n'avons pas encore de siège. Donc on allait d'orphelinat en orphelinat, d'association en association pour porter secours aux orphelins, donc aux EEV. J'ai dit, Seigneur, le temps est arrivé pour moi d'avoir mon siège où je pourrais accueillir ces enfants dont tu m'as parlé. C'est ainsi qu'en 2019, Dieu me fait grâce d'avoir à 300 mètres de la maison un local donc, où je suis avec mes enfants en journée parce que c'est une structure de jour, nous ne sommes pas encore un orphelinat. En attendant que Dieu envoie les partenaires, sinon les moyens. Et nous sommes là avec les enfants, les orphelins, les enfants vulnérables et les délinquants juvéniles. Alors, comment ça se passe au quotidien? Alors, nous recensons d'abord, nous mettons une équipe sur le terrain pour pouvoir recenser les enfants qui sont vulnérables. Parce que tous ne sont pas orphelins. Il y a des enfants qui ont des parents, mais ils sont maltraités, ils sont violentés. Il y a des enfants qui vivent dans dans un état vraiment démuni. Et nous allons vers eux, vers les familles. Nous les enregistrons par âge, par sexe, et voilà, par âge, par sexe et par classe. Ainsi, nous savons l'ampleur du travail. Un orphelin n'aura pas la même attention, sinon le même amour, pas le même amour, mais la même attention, le même degré d'investissement qu'un enfant vulnérable ou un délinquant juvénile. Donc, à partir de tout ça, nous savons comment nous déployer, que faire pour les emmener non seulement à l'école, parce que de facto, un enfant, ça s'éduque. Donc, on l'encadre au niveau de l'éducation, en les scolarisant, en fournissant du vêtement, des kits alimentaires. C'est ce que nous faisons au quotidien. Alors ces enfants-là, puisque vous dites que c'est une structure de jour, comment vous les gérez? Ils viennent chez vous le matin, vous faites les sacs, ils vont à l'école, ils reviennent, ils viennent manger Alors, de chez eux, ils ont déjà des sacs. Parce que c'est par la grâce de Dieu, nous avons des mécènes qui nous facilitent les kits scolaires. Donc, ils ont les kits scolaires, ils ont tout chez eux. Ils vont à l'école. Lorsqu'ils reviennent, ils peuvent s'arrêter, manger. Généralement, le week-end, on a tout le temps d'être avec eux, faire les devoirs, parce que nous avons des professeurs bénévoles qui viennent faire les devoirs aux enfants. On a d'autres associations également qui nous aident. Et ils passent la journée comme si c'était chez eux, mais avec nous. En inculquant les valeurs spirituelles, bien sûr, parce que je suis chrétienne, comme je vous disais. On essaie de prolonger l'éducation des parents à la maison. Un encadrement. Alors, êtes-vous accompagné? Comment vous faites pour joindre les deux bouts? Voilà, c'est une belle question. Par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui met les moyens, qui envoie les âmes bienveillantes, qui envoie des sociétés également. Si vous permettez que je puisse citer leur nom, il n'y a pas de souci. Alors nous avons la société CMA-CGM qui s'occupe des kits scolaires depuis 4 années déjà. Nous avons des églises à Abba Shalom, Centre de résurrection de Christ. Nous avons des femmes, Madame Olivia et son association de femmes chrétiennes. On a des gens comme ça, des belles âmes qui viennent et pourvoient aux besoins. Mais s'agissant des charges quotidiennes, donc EDAN, loyer, ça pèse sur moi. Alors depuis toutes ces années-là, vous avez déjà accueilli, oui, vous avez déjà accueilli combien d'enfants dans votre structure? D'accord. Alors, comme je vous disais, à Ondogo, nous avons 20 personnes, 20 enfants de 5 à 18 ans, 12 filles et 8 garçons. Et nous avons aussi un site au PK18, chez le chef Toubiani, qui nous donne, qui nous offre sa devanture pour pouvoir encadrer également les enfants là-bas. Et ils sont à 22. Donc, on peut dire une quarantaine d'enfants avec nous depuis 2016. Il n'y a pas des enfants qui ne veulent plus rentrer chez eux, qui veulent rester là? Oui, ils aimeraient bien, mais on n'a pas les moyens pour les gérer au quotidien. Ce qu'on peut faire, c'est déjà de payer la scolarité. Depuis 2015, nous payons la scolarité de ces enfants. Nous essayons de pouvoir à leurs vêtements,
nous essayons de leur donner de la nourriture. Donc ce qu'on peut faire, on le fait. Vous faites aussi des activités temporelles? Oui, il y a des activités ludiques ou extra, en extérieur. On nous invite souvent, par exemple, pour des campings au Cap Esterias, dans des églises, pour faire des cultes, des messes. Voilà, on a aussi des activités à l'extérieur, mais tout se passe pour le bon nombre au sein de la structure. Alors, madame, quel est le projet que vous avez pour Tabitha? Quelle est la suite? Comment vous voyez votre structure? Alors, je la vois... Vous projetez? Oui, je me projette vraiment très loin. Je voudrais que ces cordeaux soient vraiment détachés. Ce que je souhaite, c'est d'avoir une grande structure, avec une équipe professionnelle, avec des médecins, avec des agents des affaires sociales, avec des psychologues qui vont nous accompagner, avec une école à l'intérieur, avec un centre de jeu, donc un complexe. Parce qu'au Gabon, nous manquons cruellement de complexes. Les jeunes gens délinquants, mais pourquoi deviennent-ils délinquants? Il n'y a rien à faire, c'est la oisiveté. Hormis le sexe, la drogue, l'alcool, qu'est-ce qu'un jeune peut faire au Gabon? Oui, nous avons l'école, mais hormis l'école, quels sont les loisirs appropriés pour cette jeunesse? Je voudrais donc avoir un centre aménagé où les enfants pourront se récréer, où les enfants pourront étudier, dormir, un complexe scolaire. Pourquoi ne pas le faire à chaque arrondissement? Au Gabon, ça peut le faire à Libreville. Chaque arrondissement doté d'une structure de jour pour accueillir ces enfants qui ont besoin d'aide, qu'on leur tende de la main. Il faut le faire, il faut oser. Alors, Madame Gondi, nous acheminons progressivement vers la fin de l'émission, de cette émission. Peut-être un message envers ces enfants qui se retrouvent dans la rue sans le vouloir et pourquoi pas aux familles? Le message que j'adresse aux délinquants juvéniles, c'est de revenir à la maison, d'être obéissant, parce que c'est la parole de Dieu qui nous demande d'obéir à ses parents. C'est pas facile, il faut obéir à ses parents. Parce que nous tirons notre bénédiction de l'obéissance des parents. De revenir pour être ramené dans le milieu scolaire. Un enfant qui n'est pas instruit, que vaut-il? Qu'il revienne, qu'il se mette à l'école pour devenir enfin des citoyens, pour servir à la communauté. Et aux familles? Et aux familles, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras, donnez de l'amour à vos enfants, soyez regardants, soyez fermes aussi. Ne laissez pas à tout va faire vos enfants, mais soyez fermes, soyez amour, soyez regardants, n'hésitez pas à sermonner, n'hésitez pas à ramener, soyez bienveillants avec vos enfants. Ce sont vos enfants et pas les enfants de n'importe qui. Alors peut-être un dernier message qui vous porte à cœur? Alors, je souhaite que l'État gabonais mette en branle des systèmes vraiment huilés pour que la jeunesse se retrouve bien encadrée. Je souhaite que des mécènes se lèvent pour aider des personnes qui ont l'objectif, sinon l'amour, de faire de grandes choses pour la jeunesse. Nous avons besoin des jeunes, nous avons besoin que les enfants soient des vaillants héros pour la nation gabonaise. C'est enfin notre essor vers la félicité. Merci à vous, Madame Véronique Gandhi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous étions avec Madame Véronique Gandhi. Avec elle, nous avons parlé de son engagement pour aider les enfants démunis, les enfants orphelins et surtout les enfants de la rue. Bonne suite de programme sur Gabon Première, mais on ne choisit pas d'aller dans la rue. C'est forcément quelque chose qui nous y conduit. Bonne suite de programme sur Gabon Première et à la semaine prochaine.